Donc, ce café brousse, il est fait dans le cadre du groupe de travail Pays en développement et biodiversité. Et donc, vous avez dû recevoir un mail de la part de Nicolas il y a quelques moments dans l'après-midi. Le prochain GT aura lieu le 6 juillet. Et on abordera notamment la question de la mobilisation pour le congrès mondial. Donc, on vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à répondre à l'enquête. J'ai envoyé une petite relance cette semaine pour qu'on sache en fait comment les membres participent au congrès mondial et pour qu'on puisse organiser la mobilisation collective du GT pour cet événement. Maintenant, je vais laisser la parole à Aliénor. Donc, sa présentation va durer une trentaine de minutes et ensuite, on aura une trentaine de minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou sinon de lever la main et on vous passera la parole pour poser vos questions. Donc, Aliénor, donc, elle est responsable des programmes au sein d'Aweli. Donc, c'est une OSC spécialisée sur les conflits hommes-femmes et elle va nous présenter des bonnes pratiques sur les conflits hommes-tigres. Donc, je te laisse la parole. Merci Magali, bonjour à tous. Merci une fois de plus de m'avoir proposé d'animer ce café brousse. Donc, je suis donc responsable des programmes de l'organisation Aweli et je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui notre étude, l'étude qu'on a menée pour l'UICN international dans le cadre de leur programme de conservation du tigre sur les bonnes pratiques mises en œuvre par les organisations de conservation pour limiter les conflits entre les communautés et les tigres sur le terrain. Je ne peux pas... donc tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation d'Aweli assez brève. En fait, Aweli est une organisation française basée à côté d'Orléans, créée en 2005 par Renaud Fulconis, qui est avec nous d'ailleurs. Et voilà, et donc, ouais, en fait, cette diapo, voilà. Donc, plutôt celle-là. Donc, en fait, on a mené, on est actuellement impliqué sur 4 projets de conservation, avec un projet tout récent en France sur la limitation des conflits avec les loups, enfin, plutôt un projet d'anticipation des conflits avec les loups dans le sud de la Vienne. On travaille aussi sur la conservation des grands singes en Afrique centrale, donc en particulier le bonobo en République démocratique du Congo et les gorilles de plaine de l'Ouest en périphérie du Dja. Et enfin, sur un projet de limitation des conflits avec les tigres en périphérie du parc national de Bardia, au Népal. Donc, on est une organisation qui avons pour mission ou en tout cas objectif dans tous ces projets d'impliquer au maximum les acteurs locaux dans l'ensemble de nos actions. Donc depuis 2005, en fait, on a développé une expertise notamment sur les conflits, dont je vous parlerai un peu plus tard, et donc des programmes qui étaient le programme Casquette Rouge qui était impliqué, je suis désolée, j'ai toujours un peu stressée en début de présentation, donc je cafouille un peu, mais ça va bien se passer. Donc en fait, on a été impliqué sur la préservation des espèces en Afrique centrale donc, depuis 2005 et également sur la limitation des conflits, en Zambie sur la limitation des conflits avec les éléphants, les rhinocéros et également en Inde sur des projets de limitation des conflits avec les éléphants, au Népal également sur 2 projets de limitation des conflits à Bardia, dans 2 réserves en fait, à Bardia et à Chuklafanta. Ces projets on est en fait actuellement en train de revoir un petit peu la façon dont on s'implique au sein de nos projets de conservation et petit à petit on s'oriente essentiellement sur du renforcement de capacité des organisations avec lesquelles on travaille parce qu'on est basé en France et actuellement je suis la seule salariée permanente d'Aweli. Donc en fait on a des capacités humaines et financières limitées et il nous semble plus pertinent de travailler, d'utiliser notre expertise accumulée depuis 2005 pour le renforcement de capacité des organisations sur les sujets pour lesquels on a une expertise, notamment le sujet de la limitation des conflits humains-animaux. Comme je vous le disais, donc ça, ce sont plusieurs photos qui
illustre un petit peu le travail que Kaweli a réalisé sur la limitation des conflits. Donc à gauche, vous avez un Népalais en fait, qui était embauché par Raoli, donc un membre des communautés locales qui en fait prend des notes sur un cas de conflit. Ensuite, on a également participé donc à la limitation des conflits humains éléphants en Zambie, avec par exemple la mise en place de clôtures à piment. Et puis, on a aussi développé plusieurs programmes pédagogiques pour sensibiliser les communautés aux comportements qui peuvent être dangereux de la faune et donc différents programmes de sensibilisation. Maintenant, ça c'était une présentation un peu rapide, donc je vais vous parler plus spécifiquement du tigre. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a environ 3900 tigres sauvages dans la nature. 3900 tigres sauvages, c'est bien plus qu'en 2009, où il ne restait plus que 3200 tigres, mais bien moins qu'au début du XXe siècle, puisqu'on comptait environ 100 000, à peu près 100 000 tigres sauvages au début du XXe siècle. Il y a actuellement 6 sous-espèces de tigres et 3 sous-espèces disparues. Donc les 3 sous-espèces disparues sont le tigre de Bali, de la Caspienne et le tigre de Java. Alors il y a eu une petite polémique sur le nombre de sous-espèces parce que en fait, certaines études ont voulu limiter le nombre de sous-espèces et le diminuer à 2, notamment en différenciant les sous-espèces continentales et les sous-espèces insulaires. Mais actuellement, on considère qu'il y a 6 sous-espèces. Et il faut savoir également qu'il y a plus de tigres en captivité que de tigres sauvages, puisqu'on dénombre entre 5, en fait, on considère qu'il y a entre 5 et 10 000 tigres en captivité aux États-Unis qui sont détenus par des ménageries ou des propriétaires privés et qui utilisent ces tigres captifs pour différents shows ou pour eux, quoi. Donc ça, c'est une carte qui vous montre la différence en fait entre l'ère historique, donc l'ère historique de répartition du tigre et l'ère actuelle. Donc il y a en fait l'ère actuelle de répartition du tigre, c'est à peu près 7% de son ère historique. Et il y a actuellement 13 pays qui abritent des tigres, dont l'Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie à Sumatra, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, le Népal, la Russie, la Thaïlande et le Vietnam. Donc, pour l'anecdote, le tigre se serait différencié, séparé de la panthère des neiges il y a à peu près 2 millions, il y a environ 2 millions d'années. Donc, le berceau du tigre serait l'est ou l'est-nord-est de l'Asie. On considère que le tigre de Chine du Sud est l'espèce la plus ancestrale, représente l'espèce la plus ancestrale, l'ancêtre du tigre ancestral, et que donc toutes les sous-espèces auraient dérivé de tigre en migrant notamment vers le sud et puis vers l'Inde. Donc, l'étude qu'on a menée pour l'UICN s'inscrit dans la volonté des pays de l'ère de répartition du tigre de doubler la population de tigres mondiale. En 2010, les pays de l'ère de répartition du tigre se sont réunis pour en fait définir les objectifs et un programme d'action pour pouvoir doubler le nombre de tigres mondiaux sauvages d'ici 2022. Donc, à l'occasion de ce programme, les pays de l'ère de répartition du tigre ont identifié les zones clés de répartition et ont défini comment les pays concernés pouvaient s'engager. Il faut savoir que le Népal a presque doublé sa population de tigres depuis 2009, parce qu'on comptait 120 tigres en 2009 au Népal et il y en a actuellement 235. Donc, c'est un programme qui, dans son ensemble, atteint plutôt ses objectifs.
Donc, le Integrated Tiger Habitat Program, c'est donc le programme qui a été donc initié à l'initiative de la Banque allemande de développement, KfW, et mis en œuvre par l'UICN international, qui cible 12 projets et 6 pays de l'aire de répartition du tigre. Donc la carte en fait, que vous voyez montre en fait l'aire de répartition du tigre, enfin les aires ciblées, et les points bleus sont les projets qui ont été mis en œuvre dans le cadre de ce programme. Donc ce programme a démarré en 2014 et va se poursuivre jusqu'en 2023. Ce programme a pour objectif de travailler sur 3 piliers. Le premier, qui est donc de protéger les tigres et leurs proies, notamment du braconnage. Le deuxième étant de travailler à d'œuvrer pour l'amélioration de l'habitat du tigre. Et enfin, le troisième pilier étant de travailler avec les communautés pour améliorer leurs conditions de vie et diminuer leur dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, notamment des aires protégées. Donc, la question qui se pose dans un contexte où l'objectif des organisations de conservation est de doubler la population de tigres, c'est de savoir en fait ce qui va se passer le problème en fait, c'est que l'augmentation de la population de tigres risque de créer des conflits avec les communautés vivant en périphérie des aires protégées ou au sein des corridors écologiques. Donc, quand on parle de conflit, on fait notamment référence aux attaques de bétail. Donc, les tigres attaquent notamment des grandes proies et également des attaques quand même plus rares sur les communautés. Il faut savoir qu'au Népal, à Bardia, où Aweli travaille actuellement, en 2019, il y a eu 9 attaques de tigres, enfin 9 personnes qui sont mortes en 2019 seulement. Donc c'est important, surtout qu'en fait, ce nombre d'attaques augmente. Et avant, il y en avait presque pas. En fait, ça faisait près de 20 ans qu'il y avait très peu d'attaques de tigres. Donc la question se pose réellement de savoir qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe quand la population de tigres augmente en termes de conflits pour les communautés. Donc, en fait, l'étude qu'on a menée pour l'UICN, donc l'UICN international a missionné Aweli pour conduire une étude donc sur le terrain avec 3 questions principales. Quels sont les scénarios rencontrés sur les projets? Quelles sont les stratégies utilisées par les organisations pour limiter ou anticiper ces conflits? Et quels sont les résultats des actions mises en œuvre? Cette carte vous montre les endroits où je suis allée. Donc, j'ai fait 6 mois de terrain, en fait, en tout, donc 2 fois 3 mois. Je suis partie en 2018, où j'ai visité un petit peu plus de 15 sites de projets. En fait, il y a 12 projets, mais certains projets comportent plusieurs sites. Notamment, il y a un projet de ZSL à Bardia qui comporte 3 sites. Donc, moi, je suis allée dans un peu plus d'une quinzaine de sites où j'ai rencontré les acteurs du terrain. Et les points verts, en fait, vous montrent les endroits où je suis allée, donc c'est-à-dire en Inde, au Bangladesh, au Népal, au Bhoutan et à Sumatra. Et les points oranges, les projets que je n'ai pas pu visiter. Donc ça, c'est une diapo qui illustre un petit peu mon travail de terrain. J'ai rencontré à peu près une centaine de personnes en tout pendant ces 6 mois, donc des représentants des organisations non gouvernementales, donc des techniciens, mais également, voilà, il y a une photo avec le responsable, le directeur de ZSL au Népal. Donc en fait, des gens un petit peu de tous les niveaux hiérarchiques au sein des organisations, mais aussi les autorités locales et puis les communautés bénéficiaires des projets. Donc j'ai passé énormément de temps dans les transports, dans l'avion, mais aussi dans 4x4, en bus pour pouvoir aller dans des endroits parfois vraiment reculés. Ce n'était pas forcément toujours facile d'ailleurs parce qu'en fait, j'avais pour mission de ne rester que quelques jours sur les projets, en général pas plus de 3 jours. Donc, récupérer un certain nombre d'informations en 3 jours, c'était parfois un peu compliqué. Alors, certaines organisations étaient ravies de me voir arriver parce que le contexte, le problème des conflits
était vraiment présent, mais parfois, ils ne comprenaient pas trop pourquoi je venais parce qu'il n'y avait pas encore de conflit avec les tigres, donc ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt. Donc, ça a été un petit peu compliqué parfois, mais une expérience vraiment intéressante. Donc, ça, c'est une carte qu'on a réalisée donc, à la suite de mon travail de terrain qui montre en fait, la diversité des scénarios avec les tigres, avec les conflits, la diversité des scénarios de conflits avec les tigres au sein des projets que j'ai visités. On a en fait catégorisé les zones en trois niveaux, donc en termes d'impact du conflit. Donc en fait, on voit en rouge les zones où le conflit est important avec les tigres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas de prédation et de cas de prédation et de cas d'attaque sur les humains. En orange, c'est plutôt donc en fait, en rouge, on considère qu'il y a un peu plus de 300 cas par an, et ça, c'est une mesure qui a été, une moyenne qui a été calculée sur plusieurs années, donc en fonction des données qu'on avait sur le terrain et puis de la biblio que j'ai faite. Les zones en orange sont les zones où on compte entre 1 et 50 cas par an, donc c'est vraiment une fourchette assez large. Et puis en vert, en fait, moins d'un cas, parce que dans les zones où il y a très peu de tigres, il n'y a presque pas de conflit, en fait, ou pas du tout même. Alors, quelles sont les leçons apprises? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même dans les zones où les conflits avec les tigres sont très importants, les espèces qui restent les plus problématiques, ce sont les herbivores, notamment les cochons sauvages et les cervidés, qui détruisent les cultures et qui causent énormément de problèmes parce qu'en plus, il y a très peu de possibilités de maîtriser les cochons sauvages, notamment parce que dans beaucoup de ces pays, il est interdit d'abattre la faune sauvage, donc il n'y a pas vraiment de solution. Donc ça reste le problème principal pour les communautés. Ensuite, au-delà du tigre, le léopard cause beaucoup de dégâts et fait beaucoup de prédation sur les animaux domestiques. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en périphérie du parc de Bardia où un cochon a été attaqué au sein même de l'abri par un léopard. On voit encore l'endroit où il était attaché, donc c'est encore plus problématique que le tigre. Puis souvent, on ne sait pas vraiment combien de léopards, quelle est la densité de population dans la zone, donc c'est vraiment un problème pour les gens. Quelles sont les raisons pour lesquelles les tigres, quelles sont les raisons qui amènent à des situations de conflit? La première, en tout cas une des raisons importantes, c'est en fait, c'est lié à la conduite du bétail. Vous avez à gauche une photo d'un berger qui est assez âgé, qui est tout seul pour conduire son bétail en périphérie d'une aire protégée à Tadoba, donc dans l'état de Maharashtra en Inde. Il est tout seul et il emmène son bétail paître dans des zones très broussailleuses, dans une zone où il y a beaucoup de tigres. Et les cas d'attaque sont assez fréquents. C'est en fait des conditions où si par exemple la personne, le berger, s'assoit par terre, se repose, ça peut être vraiment en fait, un comportement à risque qui facilite, qui induit l'attaque de tigre. Également à Bardia, donc en fait, on voit qu'en plus, les bergers sont souvent âgés et pour toucher la compensation financière, apparemment, il y a des zones où les familles envoient les personnes les plus âgées pour que si jamais, en se disant que si la personne se fait attaquer, ils toucheront la compensation financière de dédommagement de la victime. Donc ça, c'est ce qu'on dit, apparemment, ça existe. Donc c'est une raison importante. Ensuite, les risques aussi sont pour les personnes qui travaillent dans les champs. Et évidemment, en périphérie des aires protégées, il y a beaucoup de cultures qui ressemblent à des zones qui sont convenables pour les prédateurs, en tout cas des zones de hautes herbes, de haute culture. Donc les gens sont souvent courbés en avant pour ramasser des choses du bois. Donc ça, c'est des comportements qui favorisent les attaques. Là, en bas, je vous ai mis une photo d'un abri. En fait, ce sont des communautés qui dorment dans leurs champs pour
justement protéger leur culture des attaques de cochons sauvages. Donc, c'est un petit abri qui tient à peine debout, hein, et donc les gens se font souvent attaquer la nuit comme ça. Et enfin, là, c'est une photo de léopard qui a été prise dans un corridor, enfin, en périphérie d'une aire protégée, dans un couloir de mouvement de tigre, dans un champ de canne à sucre, où en fait les léopards viennent mettre bas, donc les prédateurs viennent mettre bas, et quand les gens récoltent leur culture, parfois ils tombent sur une femelle léopard avec sa portée, et donc les attaques peuvent avoir lieu aussi comme ça. Ça, c'est la carte d'une zone qui s'appelle Vidarbha Tiger Landscape. Je voulais indiquer simplement pour vous montrer un petit peu le contexte. Donc, dans l'état du Maharashtra, on compte 41, enfin, une quarantaine de tigres adultes. En fait, donc ça, c'est l'aire protégée de Tadoba et la zone de Brahmapuri. Et on compte une quarantaine de tigres adultes qui sont résidents dans ce corridor, en fait, dans cette zone en dehors de l'aire protégée. Et il faut savoir que les gens vivent là, hein, donc en fait, il n'est pas rare de voir des tigres vraiment très près des habitations et dans les champs. Et donc, en fait, on comprend pourquoi ça génère des rencontres et potentiellement des attaques. Un autre problème, c'est la collecte de ressources illégales en forêt. Donc, toutes les activités illégales qui ont lieu en forêt, les gens qui vont très, très loin dans l'aire protégée et qui, du coup, font de mauvaises rencontres. C'est notamment le cas dans les Sundarbans, donc la plus grande mangrove du monde qui est visible, donc, enfin, qui est comprise entre deux pays, hein, l'Inde en vert et puis le Bangladesh en bleu à droite, où les gens vivent vraiment au bord de l'eau, du bras d'eau. En face, en fait, il faut imaginer qu'il y a l'aire protégée et les gens dépendent essentiellement des ressources collectées en forêt, même si c'est illégal. Donc, notamment, ils vont ramasser des crabes, du miel, du bois. C'est vraiment leur source essentielle de subsistance. Et donc, dans cette zone très, très hostile et très compliquée pour vivre, il y a beaucoup d'attaques de tigres. C'est une zone un petit peu particulière. Alors, je vous ai aussi mis cette photo pour illustrer que malgré tout, dans des contextes où les conflits avec les tigres sont très importants, les gens ont une tolérance assez élevée vis-à-vis des attaques. Cette photo, elle a été prise en périphérie du parc de Tadoba, donc dans l'état du Maharashtra, où il y a beaucoup, beaucoup d'attaques. Et malgré tout, donc ça, c'est une tombe, hein, c'est quelqu'un qui est mort, qui a été attaqué par un tigre. Et en fait, le tigre reste très présent dans la culture et les croyances. Donc, il y a une très grande tolérance de la part des gens qui ont certaines fois, enfin, vivent parfois depuis très longtemps avec ces animaux. Et par contre, cette tolérance est évidemment très variable entre les régions. Et par exemple, à Sumatra, les endroits que j'ai visités, parfois les gens ont perdu l'habitude de vivre avec les tigres et la seule vision d'une empreinte de tigre par terre suffit à créer la panique. Alors, il y a plusieurs catégories de solutions qui sont mises en œuvre. La première, en tout cas qui est présente dans tous les projets, ce sont les programmes de sensibilisation et d'incitation à changer de comportement, c'est-à-dire qui ont l'objectif en fait de travailler sur la perception, la tolérance et en fait les comportements dangereux ou les comportements à risque, oui, qui peuvent induire les attaques, enfin qui peuvent amener à des conflits. Donc il y a plein de types de programmes qui sont mis en œuvre. Là, c'est une photo qui a été prise en périphérie du parc de Banké au Népal. Donc un programme qui cible les enfants. Là, c'est une photo qui a été prise au Bangladesh dans les Sundarbans où l'équipe de Wild Team, donc l'organisation locale, en fait, forme les personnes qui vont collecter des ressources en forêt à des comportements les moins à risque. Donc, ils les forment même à des mesures
au premier secours, en fait. Donc, il leur explique vraiment quelle est la procédure à suivre. Donc, ça peut être donc des programmes dans des écoles, des théâtres. Et il y a un programme que j'avais qui a montré un bon succès en Inde. En fait, c'est un programme qui est mis en place par l'organisation Wildlife Trust of India, qui s'appelle les Peace Meetings, donc en fait des réunions de paix qui ont pour objectif en fait d'emmener les différents acteurs, donc les communautés, et notamment les communautés et les autorités locales, à communiquer sur les meilleures solutions à mettre en œuvre. Donc en fait, toute la clé dans ce type d'approche, c'est de pouvoir finalement ne pas en fait rester concentré sur les besoins des communautés qui sont la cible de ces programmes, de ne pas nécessairement parler en termes de conflit et d'essayer de comprendre en fait ce que les gens sont prêts à faire pour changer. Et ça, ce sont des programmes qui nécessitent souvent l'intervention d'un sociologue plutôt que d'un écologue. Et souvent, c'est une limite parce que les gens qui travaillent sur ces programmes sont plutôt des écologues, moins des sociologues, et donc en fait ne sont pas forcément formés pour mener ces programmes à bien. Il y a également en fait toutes les mesures de subsistance alternatives, également les mécanismes financiers, donc qui ciblent évidemment pas nécessairement les conflits, mais qui aident à la limitation de ces conflits. En fait, ce sont des mesures, des programmes d'incitation, des programmes économiques d'incitation à adopter des méthodes de culture, par exemple, différentes, ou en tout cas de se mettre à cultiver des plantes qu'on trouve normalement en forêt, en tout cas de générer de la nourriture et des moyens un revenu autrement qu'en allant en forêt collecter des ressources. Et les mécanismes financiers incluent également la compensation financière souvent donnée par l'État, donc la compensation financière qui compense les dégâts causés par la faune. Il faut savoir que alors, ces programmes de compensation financière ne sont pas mis en œuvre dans tous les pays, mais dans les zones où c'est le cas, donc évidemment, ça a l'avantage d'apporter quelque chose, une réponse tout de suite, immédiate à la victime, mais ça a tendance à créer une dépendance vis-à-vis de cette compensation et à ôter la responsabilité de la gestion des conflits par les communautés. Donc c'est une relation de dépendance dans laquelle les autorités ont du mal à sortir. Pour vous donner un exemple, dans l'État du Maharashtra, l'État compense la prédation à des prix plus élevés que la valeur des buffles ou des vaches elles-mêmes. Et en fait, si jamais cette compensation n'a pas lieu, les gens sont pas contents. Une autre mesure importante qui également ne cible pas uniquement les conflits, c'est tout ce qui touche à l'aménagement de l'habitat, donc avec pour objectif de séparer au maximum les prédateurs et la faune des activités humaines. C'est notamment toutes les mesures qui visent à améliorer l'état de l'habitat et puis et également à aménager les corridors entre les aires protégées. Donc ça, ce sont des mesures qui sont plutôt des mesures de long terme, mais qui mettent beaucoup de temps dont les effets sont visibles après longtemps. Donc ça pose parfois problème parce que les communautés ont souvent besoin d'un retour rapide. Ensuite, on a les barrières physiques. Alors, pour les prédateurs, les barrières physiques ne marchent pas forcément très bien. C'est souvent des clôtures qu'on met pour limiter les conflits avec les herbivores. Mais il y a un cas très particulier dans les Sundarbans en Inde, où les autorités de la faune et de la forêt locale du West Bengal ont érigé une clôture de 3 mètres de haut sur plus d'une centaine de kilomètres. Donc tout le long de la forêt pour éviter que les tigres
sortent de la forêt. Donc, c'est vraiment un cas très spécifique. Ça coûte très, très cher. Ce sont les autorités qui se chargent de maintenir cette clôture. Les gens sont très contents parce que c'est très efficace. Mais évidemment, ils ont toujours besoin d'aller en forêt pour récupérer pour collecter des ressources. Donc, en fait, il y a souvent des trous qui sont faits dans la clôture pour permettre aux gens de quand même passer pour aller en forêt. Donc, c'est un cas assez particulier qui coûte cher, mais qui participe largement à la réduction des conflits, parce qu'il y a très peu de cas de prédation, puisque le bétail ne va pas en forêt, et puis très peu de cas d'attaque sur les gens. Sauf sur les gens qui vont en forêt pour collecter des ressources, mais pas dans les villages, enfin moins en tout cas. Il y a ensuite toutes les mesures qui visent à protéger les animaux domestiques, donc c'est essentiellement des abris anti-prédateurs. Alors là, ce sont plutôt des abris qui visent à protéger le petit bétail, donc des attaques de léopards, parce que les tigres s'attaquent plutôt au gros bétail, mais ça vaut également pour les tigres. Donc ça, ce sont des abris anti-prédateurs individuels. Alors les gens, en tout cas que j'ai rencontrés, sont en général très contents. Après, ça pose aussi le problème de la maintenance et puis du matériel, puisque le matériel utilisé pour construire ces abris n'est parfois pas local. Donc, il y a le problème de trouver la ressource. Je vois que le temps passe, alors j'accélère. Il y a également des équipes de réaction, de réponse rapide. Donc, c'est une équipe de villageois qui est formée pour repousser les tigres qui viennent dans les villages. Et puis une équipe de personnes, des organisations formées pour aller porter secours aux victimes à l'intérieur de la forêt. Toutes les mesures d'investigation, puisque c'est vraiment un point important. Là, on a quelqu'un de l'organisation népalaise qui vient constater un cas de conflit. Et puis également, les tigres, certains tigres ont des colliers pour en fait expliquer pourquoi les tigres attaquent les gens, parce qu'on n'est pas toujours sûr de comprendre. On ne sait pas exactement pourquoi certains tigres s'attaquent aux gens. Et enfin, toutes les mesures qui visent à immobiliser et déplacer les tigres problématiques. Donc ça, c'est une tigresse qui a été abattue en 2019 après avoir attaqué plus d'une dizaine de personnes. Et là, c'est un tigre qui a été déplacé, qui a été mis en captivité après avoir attaqué 3 personnes en périphérie du parc de Bardia. Voilà. Et en conclusion, en fait, les mesures nécessaires, dans toutes les mesures qu'on met en place pour limiter les conflits, la chose la plus importante, c'est en fait, au-delà des mesures, c'est l'approche, en fait, c'est de donner la responsabilité de la gestion des conflits aux communautés, plutôt que de faire à leur place et de réduire le fossé qu'il y a souvent entre les différents acteurs, souvent entre les communautés et les autorités locales, et puis mesurer l'impact. Voilà. Je sais que j'ai été un petit peu plus longue que prévu, mais j'ai fini. Non, très bien, c'est parfait niveau gestion du temps. Du coup, si vous avez des questions, je vous invite à lever votre main ou à les écrire dans la petite fenêtre discussion, donc avec la petite bulle que vous verrez en bas de votre écran. Donc, on a déjà Jean-Marc qui a une question, donc je te laisse la parole. Et je vous invite aussi, si possible, à mettre votre vidéo quand vous posez la question, histoire de se voir quand même un peu, même si c'est en virtuel. Oui, je vais arrêter de partager mon écran pour vous voir. Voilà. Pardon. Première remarque, déjà, les cafés brousse, c'est vraiment super. Je suis très content que ça reprenne. C'est un très bon format. Et bravo, Aliénor, pour ton intervention. Autant sur le débit de parole que sur les cartes, c'est vraiment très enthousiasmant, parfois un peu déprimant, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Une petite remarque, on intervient, nous, nouvellement au Cambodge, et pour nous, l'espèce est éteinte. Donc, on ne serait plus à 13 pays, mais à 12. Ah oui. Alors là, je me permets d'intervenir.
Donc, je suis David Brugière du bureau d'études BRLI. Je fais actuellement, pour le compte du WWF Cambodge, l'évaluation mi-parcours du projet de réintroduction des tigres. Et donc, je confirme que les tigres sont été en Cambodge depuis 2007. La dernière observation date de 2007 dans les plaines de l'Est. Et depuis, il n'y a plus aucune observation à cette date. Donc, il n'y a plus de tigres au Cambodge. Il n'y en a plus non plus, contrairement aux cartes qu'on a pu voir au Laos, ni au Vietnam. Ou alors, il en reste un qui passe sur la triple frontière, donc tout le monde peut dire qu'il en reste un, mais en fait, non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de population là-bas. Et au Cambodge, c'est clair qu'il n'y en a plus. Voilà. Ouais, alors en fait, j'ai pas du tout travaillé sur ces pays et c'est vrai que c'est vachement beaucoup plus difficile de trouver des informations fiables sur s'il y en a ou pas en fait dans ces pays. Donc c'est bien d'avoir votre retour parce que merci pour ça. Monsieur Sivière, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Je ne sais pas si Non, vous avez... David, pas de problème. Au contraire, moi je te tutoie, hein, ça ne te dérange pas. C'est une bonne chose, ton intervention. Alors, du coup, il y a un programme de réintroduction, mais il se fait dans quelle zone? Les plaines de l'Est, la zone frontalière avec le Vietnam, dans les aires protégées de Srepok et de Phnom Prich. Donc, c'est un programme qui a été validé par l'initiative Tiger x2, là, et puis validé par le gouvernement depuis à peu près 5-6 ans. Mais ça se passe mal, c'est-à-dire que les conditions nécessaires à la réintroduction sont pour l'instant pas réunies, et notamment la densité de proie est extrêmement faible et continue à décliner en raison d'un braconnage que le WWF n'arrive pas à contrôler sur le terrain, malgré des ressources et une organisation plutôt bien faite, des ressources considérables et des méthodes de travail quand même assez bonnes. Malgré ça, ils n'arrivent pas à contrôler le braconnage, et donc on a un déclin continu de population d'ongulés depuis à peu près 15 ans, puisque le WWF fait des recensements de grande faune tous les 2 ans, donc on a vraiment une très bonne base de suivi de la grande faune, et donc il y a un déclin continu depuis au moins 10 ans, mais si ce n'est plus. Et donc pour l'instant, les conditions pour réintroduire les tigres ne sont pas réunies, et le projet est reporté jusqu'à ce qu'ils arrivent à contrôler ça. Et donc, comme dernier développement en cours, ils envisagent, parce que, comme je vous disais, ils n'arrivent pas à contrôler la pression de braconnage, ils envisagent de mettre en place une réserve clôturée sur à peu près entre 50 et 70 000 hectares. La clôture étant a priori un outil favorisant le meilleur contrôle du braconnage, même si ce n'est pas une solution miracle, mais ça aide. Donc là, ils sont en train de discuter de ça avec des experts de clôture, donc des experts sud-africains. Mais voilà où on en est sur le Cambodge. Merci. Alors moi, j'ai une question. Je continue, puisque j'avais pris la parole de façon un peu autoritaire. J'ai 2 questions. La première, c'est que je voudrais savoir s'il y a... tu n'as pas trop évoqué les causalités les causes en fait, des conflits hommes-tigres. Et donc, sur ça, moi, j'ai 2 questions. D'abord, est-ce qu'il y a une corrélation entre la fréquence des conflits et la densité de proie naturelle des tigres? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont attaquer les vaches ou les humains parce qu'il n'y a rien d'autre à bouffer? Bon, je ne crois pas, mais je serais curieux de voir la réponse. Et d'autre part, est-ce qu'il y a une corrélation entre la densité de tigres et la fréquence des conflits? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des populations de tigres qui, naturellement, entre guillemets, attaquent plus que d'autres? Moi, je me rappelle avoir lu que certaines populations, et notamment des Sundarbans et puis d'un autre parc dont j'ai oublié le nom, avaient, entre guillemets, une culture d'attaque beaucoup plus fréquente que d'autres populations de tigres. Donc voilà mes 2 questions. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la densité de proie et la fréquence des attaques? Et est-ce qu'on a des populations qui ont des comportements d'attaque plus fréquents que d'autres, tous les autres paramètres étant égaux? Oui, alors je n'ai pas de réponse définitive à ces 2 questions parce qu'en fait, les réponses données par les organisations elles-mêmes sont pas les mêmes. Donc, c'est en fait, pour être honnête, en tout cas, les attaques de tigres sur les humains, en fait, on ne sait pas trop pourquoi les tigres attaquent les humains. Et donc, pour faire référence à ce que tu dis dans les Sundarbans, il semblerait que les conditions très hostiles des Sundarbans, parce qu'il faut imaginer un milieu très salin avec des proies qui sont apparemment plus difficiles à chasser et surtout une population humaine importante en forêt, puisque les gens dépendent essentiellement
de la collecte de ressources, les attaques, enfin, certains individus pourraient être plus habitués, entre guillemets, à attaquer les gens, sachant que, vu la quantité de gens, de villageois qui collectent des données par rapport au nombre d'attaques, c'est assez faible, en fait. Mais donc, oui, les Chaumes d'Arbenz, en fait, sont une zone un peu particulière. En termes d'attaques, toujours d'attaques sur les humains, moi je différencie bien les attaques sur les humains et les attaques sur les proies, parce que en termes d'attaques sur les humains, donc la question du mangeur d'hommes se pose, du coup, parce qu'on parle souvent de tigre mangeur d'hommes. Alors, toutes les organisations presque diront qu'il n'y a pas de tigre mangeur d'hommes, que les tigres sont naturellement craintifs et ont peur de l'homme. Mais dans certaines conditions où les tigres ne sont plus capables de chasser leur proie naturelle, ils pourraient devenir mangeurs d'hommes, dans le sens où les humains, une fois qu'il y a une première expérience d'attaque sur quelqu'un, les tigres apprennent vite et les humains sont plus faciles à attraper qu'une proie plus rapide. C'est le cas à Bardia. Là, cette année, il y a trois tigres qui ont été capturés, dont la photo que je vous ai montrée, où c'était un tigre de façon répétée qui a attaqué 3 personnes. Et dans ces cas-là, on l'identifie comme mangeur d'hommes. Et l'analyse qui a été faite a montré qu'apparemment, sa mâchoire était abîmée et il n'était plus capable de tuer ses proies. La question se pose aussi dans des zones comme dans le Maharashtra, dans la zone de Brahmapuri que je vous ai montré, où là, les tigres, il y a une quarantaine de tigres qui sont installés dans une zone où il y a une densité de population humaine très importante. Donc là, il n'y a pas de séparation entre les activités humaines et les tigres. Tout se mélange. Et donc là, la question qui se pose, mais pour laquelle la réponse n'est pas très claire, parce que certaines organisations disent quelque chose et les autres disent l'inverse, mais là, il semblerait qu'il y ait une sorte de culture, dans le sens où les tigres qui grandissent dans une zone où les activités humaines sont très présentes développent moins cette peur de l'homme et donc du coup apprennent ou s'habituent à la présence humaine, et cela pourrait favoriser les attaques. Et d'ailleurs, dans une de mes dernières diapos, on voyait un article de journal où en fait les organisations sur place étudient particulièrement les jeunes tigres pour comprendre un peu mieux leur comportement et savoir si ces tigres sont responsables de plus d'attaques que d'autres. Ensuite, pour répondre à ta première question, est-ce qu'il y a une corrélation entre la densité de tigres et la disponibilité des proies? C'est bien ça? Entre la fréquence des attaques La fréquence des attaques, pardon. et la densité de proies. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'ils se jettent sur le bétail parce qu'il n'y a rien d'autre comme proie, ou est-ce que c'est parce que le bétail, c'est plus facile qu'une proie sauvage? Il semblerait qu'il y ait les deux, dans le sens où, en dehors des aires protégées, en Inde, par exemple, mais c'est aussi le cas au Népal, énormément de bétail qui est laissé paître de façon complètement libre, sans surveillance. Donc, en fait, disons que le bétail se mélange aux proies naturelles, quoi. Et le bétail est bien plus facile à attraper. Donc, clairement, le bétail fait partie du régime alimentaire, en tout cas des tigres qui vivent dans des zones où le bétail est omniprésent. Dans le sud du parc national de Bardia, dans le corridor de Kata, il y a très peu de conflits. Alors ça a vérifié, mais il y a très peu de conflits parce que la densité de proie est importante. Donc il semblerait que ça dépend quand même des zones. Mais en tout cas, une question qui se pose, c'est: est-ce que si on veut maintenir une liaison, enfin, si on veut maintenir un flux génétique entre les aires protégées, et donc maintenir des mouvements de tigres en dehors des aires protégées, et donc des corridors écologiques, est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, s'attendre à accepter un certain niveau de prédation sur le bétail pour que les tigres puissent se déplacer? Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais en fait, je n'ai pas de réponse très claire parce que je n'ai pas de réponse tranchée, en fait. Ça dépend des zones.
Oui, c'est souvent comme ça dans le monde réel, ça dépend. Donc, Et voilà, c'est la réponse. il n'y a pas de réponse simple, quoi. Non, mais par contre, toutes les organisations travaillent pour améliorer l'habitat du tigre dans le but aussi d'augmenter la disponibilité des proies naturelles et dans le but de limiter les conflits. Donc, par exemple, dans l'état d'Assam, en périphérie du parc national de Manas, l'organisation Aragnac considère que si on améliore l'habitat, parce que l'habitat du parc est dégradé, donc si on améliore l'habitat et qu'on augmente le nombre de proies, il n'y aura pas de conflit. Donc ça fait partie de la stratégie, mais ce n'est pas dit parce que ce n'est pas si simple en fait. Voilà. Okay. Il y a Gilles qui voulait prendre la parole, je crois. Ah, tu es là, Magali, pardon. C'est une question vraiment hyper annexe, mais c'est un détail qui m'a marqué dans ta présentation, Aliénor. C'est la question de la barrière de 100 km sur 3 mètres de haut. Enfin, je suis assez curieux parce que installer une structure telle me paraît tellement énorme. Je pense en termes d'impact négatif annexe en dehors de la gestion des conflits du tigre. Est-ce que dans un pays comme l'Inde, justement, je ne sais pas si sur le côté bengali, est-ce qu'il y a une étude d'impact justement des effets secondaires sur le reste de la faune ou pas du tout? Sur le côté réseau écologique, fonctionnalité, etc. Alors, ça, je ne connais pas bien le détail, mais en fait, ce qu'on m'a répondu, parce que j'avais quand même posé la question, c'est que en fait, cette barrière, elle est vraiment mise. Il faut imaginer que l'aire protégée, enfin la zone de forêt, vraiment, elle est au sud du bras d'eau et la zone habitée, mais habitée de façon très densément, il y a beaucoup de villages, elle est au nord en fait. Donc leur approche, c'est de dire, bon, de toute façon, il y a très peu de déplacements entre la forêt et le village, et la zone de village. Donc de mettre une clôture ici, en gros, ça n'apporte pas trop préjudice, puisque de toute façon, les déplacements sont limités. Ça, c'est ce qu'on m'a répondu, mais simplement, je ne sais pas s'il y a une étude vraiment faite là-dessus. Je pense que ce serait bien de chercher, ouais. Dans le sens où, par exemple, pour ne parler que des tigres, les tigres qui vivent dans cette zone sont essentiellement, enfin, sont quelque part faits pour vivre là. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des tigres qui traversent parfois pour aller dans les villages parce qu'ils y trouvent des proies, mais ils retournent en forêt, en fait. Donc, cette zone particulière semble être plus propice à l'installation d'une telle barrière, même si ça peut sembler, il y a énormément, sans doute beaucoup d'impacts négatifs, mais dans cette zone, c'est un peu un contexte particulier. Voilà. Pour finir, là, c'est une question beaucoup plus pratique. Du coup, l'étude que tu as réalisée pour l'UICN International, elle est disponible ou c'est un document qui est interne à l'UICN? Alors, c'est un document technique qui a pour vocation normalement d'être diffusé aux organisations que j'ai rencontrées, mais je ne sais pas si ça a été fait, moi. Donc non, je peux le partager, par contre, il est de ce côté. Je ne suis pas le seul à être intéressé, mais si jamais, via Nicolas, s'il y a l'autorisation, si c'est possible au groupe, je pense que moi, je suis assez preneur. Ok. Ouais, moi aussi, je suis preneur. Eh bien, c'est noté. Merci. Nous, on pourra la diffuser si tu nous la communiques, Aliénor, et puis la rendre dispo si les gens sont intéressés, avec plaisir. Ouais. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? J'avais une question, Stéphane Ringuet, je travaille au WWF France. Merci pour la présentation, Aliénor, j'ai bien apprécié et je crois que ça parle à beaucoup de monde. Donc, Gilles a déjà posé la question que je voulais poser sur la question de l'étude, donc moi, je suis aussi intéressé de la lire. Merci pour ça. Moi, c'était plus une question plus générale. Vous avez eu la chance de rencontrer pas mal d'organisations, de voir comment elles travaillent sur le terrain, d'apprécier un peu les forces et les faiblesses des approches qui ont été mises en œuvre, même si la complexité du terrain fait que voilà, on est au courant de ça, mais je n'ai pas eu le temps de lire en détail les conclusions, mais est-ce qu'il se dégage derrière des choses qui permettent de dire, voilà, on peut renforcer notre approche? J'ai bien compris, vous avez insisté sur l'approche socio-écologique, et c'est vrai que l'approche est surtout une approche de conservation par des écologues qui ont un prisme assez fermé ou plus ou moins ouvert, on va dire, mais qui ne s'enrichit pas forcément d'une autre approche qui
plus culturelle, sociale, sociologique. Et donc, ça, c'est sur l'approche très générale que l'on devine. Mais est-ce que de ça, il désigne des grands traits qui permettraient de renchérir les approches actuellement développées par les organisations, grandes ou plus petites? Comme vous le savez, au WF, on soutient une approche, l'approche SAFE, qui est assez forte, qui a sans doute largement ses faiblesses. Et je serais très intéressé de voir comment cette étude-là pourrait renforcer l'approche, notamment de ce type d'approche, mieux identifier ses faiblesses, là où on pourrait renforcer notre action. Ça m'intéresserait, ce côté lesson learn, ce côté comment on peut renforcer les approches existantes, parce que bon, on connaît potentiellement les limites, mais les leçons apprises de vos échanges avec pas mal d'organisations sur des situations très différentes, pas forcément comparables, ça permettrait quand même pour nous de nous éclairer un petit peu. Donc, voilà, c'était plutôt ça ma question. Sur l'angle leçons apprises, comment on pourrait renforcer les approches déjà existantes? Oui, déjà, c'était tout l'objet de cette étude, c'était vraiment de tirer des leçons de ce qui est fait sur le terrain. Donc, vraiment d'un portfolio d'un certain nombre d'organisations qui mettent des choses en œuvre et qui vraiment ont des retours très variés parce qu'en fait, on compare des choses qui sont faites en Inde. D'ailleurs, si on compare ce qui est fait dans le centre de l'Inde et puis en Assam ou dans l'Ouest Bengale, c'est très différent. Et en plus, surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne savent pas ce qui est fait ailleurs. Donc, si on leur demande ce qui est fait au Népal, ils n'en ont aucune idée, alors que ça pourrait bien entendu leur servir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de recette de cuisine, c'est-à-dire que quelque chose qui marche dans un certain contexte ne va pas forcément marcher ailleurs. Et c'est pour ça qu'en fait, les leçons apprises, elles portent surtout sur l'approche qu'on a avec les acteurs locaux. Mais donc, du coup, ça s'est appliqué au conflit, mais je pense que c'est applicable à d'autres sujets de conservation. Et simplement essayer de comprendre, en fait, je pense que les leçons les plus importantes, c'est de savoir déjà d'évaluer l'état du conflit, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une situation où les gens sont plutôt OK, mais il y a quand même des dégâts, donc ça les dérange un peu et il faut faire quelque chose, ou est-ce qu'on est dans une situation plus compliquée, comme ce qu'on peut avoir en France avec le loup. C'est vraiment un conflit social avant d'être un conflit lié au prédateur lui-même. Donc, c'est-à-dire, et après avoir analysé cette approche, ce contexte, on peut ensuite définir une approche de travail avec les acteurs. Et donc là, ce qui ressort, c'est que le plus important, c'est de donner cette responsabilité aux victimes, de savoir si nous, on parle de conflit, mais est-ce que les gens considèrent que c'est un conflit? Est-ce qu'on arrive en disant dans une nouvelle zone, moi, parfois, on m'a dit surtout, n'utilise pas le mot conflit parce que les gens considèrent que ce n'est pas un conflit. Et si tu arrives en disant et qu'est-ce que vous pensez des conflits? Ils vont se dire, ah oui, tiens, c'est un conflit. Et donc, ça va créer des problèmes. Donc, en fait, voilà, nous, notre perception, c'est très différent de la leur. Et donc, c'est de savoir en fait ce que les gens ressentent et comment on peut aller modifier ou comment on peut aller changer en fait toutes ces perceptions, ces attitudes, travailler sur les croyances. Et ça, c'est très spécifique à chaque contexte. Enfin, ce qui va être mis en œuvre est très spécifique à chaque contexte, mais l'approche reste la même. Donc, donner la responsabilité aux communautés. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est la constitution d'équipes de réponse, les Primary Tiger Response Teams, donc, par exemple au Bangladesh, où en fait les villageois sont formés pour repousser le tigre même. Et ils ont, dans certains cas, même plus besoin d'appeler les autorités, parce que quand il y a un tigre dans un village, tout de suite, on sait qui appeler. Les gens font complètement confiance à l'équipe et ils savent faire. Et le tigre repart dans la forêt et il n'y a pas eu de clôture. Et en fait, tout s'est bien passé. Donc, c'est également travailler sur cette responsabilisation des gens et aussi le rapport avec les autorités locales. Dans le centre de l'Inde, il y a à certains moments tellement de conflits, de problèmes, d'attaques des prédateurs, mais des tigres et des léopards, surtout dans cette zone à Brahmapuri, que les autorités elles-mêmes ont peur d'aller voir les communautés parce qu'en fait, les gens se regroupent et puis il y a des cas de lynchage. Et donc, c'est recréer ce dialogue, en fait. Donc, en fait, donner la capacité aux acteurs de terrain de prendre les choses en main, de communiquer, de dialoguer. Alors ça, c'est un peu idéal, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que le jour où l'ONG n'a plus de financement et s'en va, qu'est-ce qu'on laisse, en fait?
Donc voilà, c'est plutôt en termes d'approche en fait que ces leçons apprises sont intéressantes. Après, les leçons qui sont plus liées à des mesures spécifiques, elles sont propres à chaque mesure, mais en général, les mesures qui coûtent cher et qui sont difficilement applicables par les gens eux-mêmes sont plus difficiles à maintenir sur le long terme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Merci, Aline. Non, c'est intéressant, je crois que c'est un sujet intéressant. Ça répond en grande partie à la question. C'était effectivement, il y a toujours des approches que l'on connaît avec différents angles, plus traiter effectivement les causes que les symptômes, et c'est essentiel. Et je crois que vous l'avez mentionné indirectement avec certains aspects, ça c'est important. Et comme on parle de questions, et j'aime bien aimer l'intervention de perception effectivement du conflit, et c'est vrai qu'on arrive avec tout notre bagage, et on devrait plus parler de perception de la coexistence avec la vie sauvage, et plutôt que de conflit, et je suis assez d'accord avec cette approche-là, parce qu'on peut amener notre stress, notre perception, qui peut être carrément fausse d'ailleurs, ou en tout cas biaisée, et moi j'ai bien aimé cette réflexion-là. En tout cas, merci, et je serais très très intéressé de lire l'étude si elle est partagée. En tout cas, merci pour ça. Merci, oui, avec plaisir. Ouais. Gilles, tu voulais poser une question? Ouais. En fait, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Stéphane et ce qu'a dit David au départ, sur l'aspect justement pas conséquence mais cause. Est-ce qu'il y a justement dans les approches des gens qui travaillent plus, parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de conservation de l'espèce, il y a 3 pays où il a disparu aussi, j'imagine, de stabilisation, voire de croissance des effectifs, un peu de modélisation du risque pour relier aménagement du territoire et voire actualisation des plans de gestion des aires protégées, pour voir dans quelle mesure les choix d'aménagement du territoire sont cohérents avec une stabilisation ou une augmentation, une croissance de l'espèce, et donc une anticipation des risques par des travaux de modélisation. Si tu ne me suis pas, je te la fais plus… Oui, je peux bien. Non, je crois que j'ai compris, mais… Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens nous, on travaille là-dessus, pas sur les aspects conflits hommes-animaux, mais sur, en gros, tester des scénarios dans une approche territoriale avec de la modélisation SIG et en rentrant des modèles pour voir dans quelle mesure différents scénarios d'aménagement, quel impact vont-ils avoir. Alors, ça peut être sur des corridors écologiques, du stock de carbone, de la qualité de la forêt, ce qu'on veut, mais on pourrait faire la même chose finalement, de faire du risque au conflit hommes-animaux et voir quelles vont être les conséquences de choix d'aménagement du territoire sur le niveau de conflit homme-animal, en fait. Et du coup, dans quelle mesure cette cohabitation, on va pouvoir faire coïncider des enjeux de conservation avec des enjeux de développement, d'aménagement du territoire. Oui, je n'ai pas creusé cette question spécifiquement, mais ça vient en fait dans tout ce qui est approche d'aménagement spatial en fait. Donc, et oui, je crois pouvoir dire que c'est une approche qui pourrait être intéressante. Il y a des articles sur ça, Gilles, dans les grandes revues de conservation. Tu as des articles sur les modélisations prédateurs, conflits. Enfin, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ouais. Il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus sur ce que tu dis, sur les scénarios d'aménagement des aires protégées ou à des échelles beaucoup plus grandes, aires protégées incluant périphérie, et les scénarios d'aménagement et ce que ça donne en termes de risque vis-à-vis des conflits. Donc, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Je t'ai coupé la parole à Aliénor. Non, mais… Tu as un biblio à partager, David, là-dessus, que tu peux nous envoyer éventuellement, qu'on peut diffuser aussi. Si je peux trouver. Référence. Ouais. Bon, mais vous tapez Tiger Spatial Planning dans un moteur de recherche et il va en sortir à l'appel. Hein. D'accord. Non, c'est plutôt si tu avais déjà en tête certains articles qui me semblent… Oui, il y en a quelques-uns, oui. Mais pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, je pense que je confirme l'absolue nécessité quand on travaille sur ce type de sujet d'avoir des approches culturelles et sociales, mais surtout culturelles, parce que nous, on arrive avec nos schémas de pensée occidentaux et on est parfois un peu à côté de la plaque. Et il est vraiment important d'avoir une bonne lecture des éléments de culture et des éléments de sociologie pour travailler sur ces sujets-là. Et les écologues comme moi n'avons pas nécessairement les outils pour faire ça. Donc, il faut vraiment, mais je pense que c'est le cas, mais travailler en équipe pluridisciplinaire sur ces aspects-là. Mais les dimensions
les dimensions culturelles sont vraiment fondamentales à en prendre en compte. Et on s'aperçoit, comme Stéphane l'a dit, que ce que nous, on considère comme un conflit, pour eux, fait partie de la vie courante. Ce que nous, on trouve incroyable d'accepter des morts par tigre, bon, finalement, là-bas, est intégré dans la vie de la même façon que chez nous, les accidents de voiture font partie de notre vie, quoi. Donc, les éléments culturels sont absolument clés et là-dessus, nous, les scientifiques, biologistes, écologues, forestiers, on n'est pas très, très bien outillés pour ça, il faut quand même le reconnaître. Pour vous donner un exemple, au Bangladesh, dans les Sundarbans, justement, ce qui a été mis en œuvre, la formation de cette équipe villageoise, ça a notamment permis, en fait, avant que la mise en place de cette équipe, les gens dans les villages, quand il y avait un tigre qui venait dans le village, il venait tuer, en fait, parce que c'était aussi une façon de rendre service au village et puis d'être reconnu. Maintenant, les gens sont reconnus ont cette reconnaissance en faisant partie de cette équipe. Donc ça, c'est un point, c'est qu'en fait, c'est pas tant le fait qu'il y ait un tigre dans le village, c'est d'avoir la responsabilité de l'action et puis d'être reconnu comme avant. Et ensuite, il y a toujours des morts en forêt, hein. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, les gens disent, bah oui, mais lui, il s'est fait tuer, mais en même temps, il était en train de faire quelque chose d'illégal dans la forêt, donc quelque part, il l'a cherché et c'est de sa faute. Donc pour ça, c'est sûr que si on imaginait un équivalent en France, on ne gérerait pas les choses de la même façon. Et enfin, c'est pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est que dans les Sundarbans, au Bangladesh, il y a une équipe qui est formée, quand il y a une attaque de tigre sur quelqu'un, il y a une équipe qui est formée pour aller chercher la victime, le cadavre en fait, parce que les gens ont besoin de se recueillir et de faire leur cérémonie. Et en fait, ça soulage beaucoup, parce qu'avant, les gens étaient restés en forêt, et puis la famille avait très peur d'aller en forêt pour récupérer la victime. Et là, maintenant, il y a une équipe qui va sur place, qui est formée pour aller récupérer la personne qui s'est fait attaquer et tuer. Et les villageois peuvent enfin faire leur cérémonie. Donc, ça apporte. Donc, en fait, ce n'est pas tant les attaques, bien sûr, ça amène beaucoup de souffrance, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est sûr qu'avec nos perceptions, ça, c'est très compliqué de l'appréhender. Et on le sait parce qu'il y a eu ce travail avec les communautés, en fait. Voilà. L'utilisation des colliers émetteurs, sur certaines espèces, c'est utilisé pour permettre de localiser et donc de prévenir un peu les conflits. Ça marche sur les tigres, c'est utilisé. Et en fait, il y a certains individus. En fait, le problème, c'est qu'il y a certains individus considérés comme étant problématiques pour lesquels ça peut servir, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est jamais très sûr du tigre qui attaque, en fait. Donc, et parce qu'en fait, au bout d'un certain nombre d'attaques, le tigre est capturé. Il n'est pas abattu, ou alors rarement, parce que c'est une espèce protégée. Et donc, en fait, ça peut aider donc déjà à prévenir les attaques et en même temps à identifier l'individu, à être sûr qu'on cible bien le bon individu quand il y a des attaques répétées, parce que parfois on a l'impression que c'est le même tigre et au final c'est plusieurs tigres qui sont responsables. Et en même temps, comme je le disais, ça permet de mieux comprendre en fait les comportements de certains individus dans leur globalité. Donc là, par exemple, la Brahmapuri, c'est vraiment les jeunes, les subadultes en fait, qui sont ciblés, parce que l'hypothèse, c'est que ce sont ces tigres-là qui apprennent à se débrouiller dans une zone fortement anthropisée et en fait, qui adaptent leur comportement à ce contexte. Et enfin, pour finir par rapport aux colliméteurs, c'est idéalement quelque chose qui est mis en place dans des cas où certains tigres qui causent des problèmes de façon répétée sont transférés dans d'autres aires protégées. Par exemple, la densité de tigres est moins importante ou dans une zone où il y a moins d'activité humaine. Et ça, c'est une question qui pose c'est un sujet qui pose beaucoup de questions, mais ça permet également de suivre si le tigre en fait, qui a été transféré peut survivre dans son nouvel environnement. En fait. Ok, je vois qu'il est déjà 18h37, donc on va peut-être pas trop tarder. Certains d'entre vous, je pense, ont hâte d'être en week-end.
Sauf s'il y a vraiment une question qui vous brûle les lèvres là, avant de partir. Mais sinon, on va pouvoir clôturer, je pense. Vous pouvez toujours envoyer un mail. Hein. Ouais, si vous n'avez pas les mails des uns et des autres, on peut faciliter le contact, évidemment. Aliénor, tu peux nous partager ton rapport et puis nous, on le partagera du coup avec l'ensemble des membres qui ont suivi la session aujourd'hui. Et puis, s'il y a un sujet à pousser, de réflexion à pousser encore une fois sur le sujet conflit homme-faune, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'expertise et d'avis tout à fait intéressants dans vos différentes organisations, on peut aussi réfléchir à ça. Et donc, il y aura une session que vous allez organiser, Aliénor et un certain nombre de membres du groupe de travail lors du congrès mondial de l'UCN qui portera justement sur la question des conflits homme-faune avec Grégory Breton aussi et puis Thomas Prin de la Fondation François Sommer. Donc, je pense qu'il y a un sujet à creuser là-dessus et probablement une expertise à valoriser aussi. Donc, avec plaisir pour réfléchir. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre, mais je ne sais pas, guide de bonne pratique, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas, avec plaisir pour partager les infos là-dessus et voir s'il y a matière à faire un petit projet de publi ou autre sur cette thématique. Du coup, merci beaucoup Aliénor pour tout ça, pour ta présentation. C'est toujours pas évident de le faire à distance et on espère qu'on va pouvoir le faire en présentiel prochainement. C'est toujours quand même plus facile de se voir et puis aussi de discuter après tout ça. Donc, le prochain Café Brousse, Inch'Allah, on croise les doigts pour que ce soit en présentiel. Alors, malheureusement, à Paris, donc pour les non-parisiens, c'est toujours un peu délicat, mais on verra si on peut faire un format hybride, puisque c'est la mode maintenant de faire des formats hybrides. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à proposer un sujet de votre côté aussi. Si Gilles, tu proposais éventuellement aussi quelque chose. On est là en tout cas pour organiser le maximum de Café Brousse, que c'est toujours sympa aussi de s'extraire de ces projets, de sortir un peu la tête de l'eau et de regarder un peu ailleurs et de partager des expériences là-dessus sur un format assez court. 1 heure, je pense que c'est toujours bien. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer des sujets. Merci à tous pour votre participation du coup. Et puis, bon week-end, bonne fin de journée, bon week-end et à très bientôt, on espère en vrai.